Bonjour à tous et merci à tous les participants qui nous rejoignent actuellement. Là, je vois qu'il y a, on est déjà 70 dans la salle. Le thème du jour, évidemment, c'est le retail post-confinement et comment s'adapter au new normal, au fameux new normal, si tant est qu'il existe. Nous sommes aujourd'hui presque un mois jour pour jour après le déconfinement. Et quel constat font les retailers sur l'ampleur de cette crise sans précédent? Nous avons invité plusieurs retailers que vous voyez à l'écran et qui viennent témoigner sur les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais également les opportunités qui se présentent à eux et qui sont nées de cette crise. Vous allez pouvoir écouter et découvrir leurs témoignages exclusifs. Et pour faire face aux nouvelles frictions imposées par la situation sanitaire, quelles réponses ont été mises en œuvre pour sécuriser ces nouveaux parcours clients? Quels sont les nouveaux usages côté client, les bonnes pratiques côté retailer? Comment utiliser au mieux les outils digitaux et rester agile tout en sécurisant le business? Voilà autant de questions que nous aborderons avec nos intervenants qui partageront leur expérience de la reprise, illustrée évidemment par des cas pratiques. Nous avons aujourd'hui Nathalie Echinard, directrice Business Unit Retail chez Cegid. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Alors Manuel Santos, responsable front office chez Boucheron, est avec nous, mais sa caméra n'est pas encore visible. On le verra un petit peu plus tard. On permutera avec un autre speaker. Manuel, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Aurore Topin, qui est Senior Project Manager chez Céline. Bonjour Aurore. Bonjour. Jean Keller, Vice President Global Distribution chez Isabelle Marant. Bonjour à tous. Bruno Contrepoix, directeur des systèmes d'information chez Kousmiti. Bonjour à tous. Et enfin, Philippe de Passorio, qui est Country Manager France et Italie chez Adyen. Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais remercier tous les participants qui sont avec nous. Je remercie tous les retailers inscrits, des belles marques, et effectivement, ça répond à des problématiques très variées, et vous verrez qu'aujourd'hui, on va pas mal évoquer le secteur du luxe, mais pas uniquement. Merci évidemment à nos speakers, je viens de vous présenter, et sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Nathalie et à Philippe, qui vont nous présenter des insights exclusifs qui sont issus des datas que vous avez pu récupérer de vos clients retailers. Alors Nathalie, est-ce que vous pouvez nous... Oui, merci Michel. Donc on vit une période tous ensemble sans précédent. Et donc on vous proposait avec Philippe de partager avec vous quelques informations issues de nos plateformes cloud, puisque nous avons la chance tous les deux d'avoir un certain nombre de retailers clients et avec des points de vue un peu différents en termes de data. Donc je vous propose de partager la première slide qui est donc issue des informations de nos infrastructures SaaS mondiales, puisque nous avons dans 3 régions du monde des data centers, et sur les 1000 enseignes que nous avons comme clients, on en a à peu près la moitié qui sont en cloud, donc ça commence à être assez significatif. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 95% des boutiques en France ont réouvert. Voilà, c'est issu de nos data centers avant Covid et après. Globalement, les transactions, on a constaté sur la première semaine un volume de transactions d'à peu près 50%. En nombre de tickets notamment. Et puis après, à partir de la deuxième semaine et maintenant, puisque les données sont issues de lundi dernier, on est plutôt, selon les secteurs, entre 80 et 90% des transactions depuis. Ce qu'on constate aussi, c'est que en fait, le volume en valeur est par contre équivalent, voire un petit peu supérieur. Donc, ça veut dire que globalement, on constate en tout cas sur nos plateformes une augmentation du panier moyen important. Donc, j'espère que vous pourrez nous le confirmer les uns et les autres. Et là, c'est plus du ressenti ou des témoignages qu'on a pu avoir de nos clients. Le taux de transformation est très important. Enfin, il s'est beaucoup développé avec des croissances à plus de 2 chiffres. En fait, on constate que les clients viennent en magasin et ils viennent pour acheter et moins pour flâner. Voilà ce qu'on pouvait partager du côté de Cegid sur nos data centers et nos infrastructures SaaS.
Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Philippe, vous avez également des insights à nous présenter. Tout à fait. Donc, plus au niveau paiement, hein, parce qu'avec la plateforme Adyen, on a une plateforme unique qui permet de processer les paiements aussi bien en ligne qu'en magasin. On observe quand même en magasin, sur des datas qui ont été observées avant le Covid et après le Covid, une augmentation quand même de plus de 20% en fait des montants dépensés sur TPE. Donc ça, c'est plutôt positif. On observe aussi depuis ces dernières années, hein, bien sûr, une hausse des transactions via les paiements sans contact. Et on voit bien que cette tendance se confirme parce que depuis le confinement, en fait, le paiement sans contact a augmenté de plus de 10%. Alors, on peut l'expliquer aussi de deux façons différentes, hein. C'est d'une part le sans contact, en tout cas le paiement maximal du sans contact est passé de 30 € à 50 €. Donc, ça permet quand même de passer un plus grand nombre d'achats. Et les mesures sanitaires qui nous demandent peut-être d'utiliser un peu moins de chèques ou de cash. Voilà. Derrière, il y a une corrélation aussi avec ce sans contact qui est que le montant, une augmentation du montant dépensé en sans contact de plus de 31%. Donc là, c'est un effet direct, hein, de passer de 30 € à 50 € sur le sans contact en maximum. Je pense, se permet de passer des achats un peu plus importants. Alors, de manière générale, hein, on voit que sur la plateforme, moins de clients viennent en magasin, mais par contre, ceux qui viennent, ils achètent. Et voire même, ils achètent plus en carte que via les autres moyens de paiement comme le chèque ou le cash. Voilà. C'est clair que le sans contact a pris la part belle, hein, pour des raisons sanitaires évidentes. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour ces insights très intéressants. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur les taux d'ouverture des magasins. J'ai un petit sondage sur ce sujet pour voir si effectivement dans la salle, tous les retailers ont été ouverts à 95%, comme le disait Nathalie. C'est pas évident. Merci beaucoup. On va passer maintenant effectivement au cœur du débat. J'ai plusieurs questions pour les uns et les autres. Je vais commencer peut-être avec Jean Keller pour nous indiquer finalement depuis le 15 mars, qu'est-ce qui s'est passé chez Isabelle Marant, peut-être nous dire, rappeler qui est Isabelle Marant et puis nous dire un petit peu en quelques mots ce qui s'est passé chez vous. Je vais poser la question à tout le monde en matière d'activité, de magasins ouverts, de e-commerce. Voilà, le confinement, ça s'est passé comment? Bonjour à tous. Donc, Isabelle Marant est une créatrice de mode de luxe accessible, de premium, donc qui existe maintenant depuis 25 ans. Donc, le confinement, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 mars? Déjà, il y a eu une première étape en Chine, puisqu'on avait déjà rouvert les boutiques le 18 février. Donc, il y avait déjà une réouverture et une courbe d'apprentissage sur le marché chinois avant que nous, on ferme en Europe et aux États-Unis. Donc, effectivement, à partir du 15 mars, on a fermé 32 boutiques sur 37, relativement à peu près en même temps entre l'Europe et un peu plus tard les États-Unis. Donc, mise au chômage partiel. On en a profité pour mettre les solutions Cegid, donc qui étaient prévues déjà en place, Cegid Retail avec Y2 en SaaS. On a beaucoup travaillé notamment sur l'optimisation des stocks, des transferts. On a pu travailler en qualité sur notre base de données, avec la clarification de nos bases de données, affiner les segmentations également. On a pu également améliorer en tout cas l'expérience client en boutique en travaillant sur notre charte. Et puis après, progressivement, on a dû aussi malheureusement fermer notre site e-shop qui était fermé pendant 3 semaines en logistique. Les ventes ont continué, ce qui nous a amené aussi à trouver des solutions, notamment Ship from Store. On a créé du Ship from Store à Saint-Honoré, à New York et à Milan, ce qui nous a permis également de garder le contact avec nos clients. Bien évidemment, il y a eu un management accru sur les équipes via tous les outils en place, Teams, Zoom. Et ce qui a été vraiment un clé pour nous, c'est de garder la parole et le lien avec nos clientes. Et là, on a mis un certain nombre de choses aussi en place au niveau marketing, réseaux sociaux, qui ont animé Instagram et Facebook avec Isabelle Marant. Beaucoup de choses effectivement, et le relais des réseaux sociaux est quelque chose qui est récurrent et qu'on retrouve pas mal. Merci beaucoup Jean. Manuel Santos nous a rejoint. Philippe s'est mis sans caméra pour lui permettre d'être visible. Merci Manuel d'être avec nous.
Même question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai bien compris, vous avez fermé tous les magasins pendant le confinement. On a fermé tous les magasins, excepté Hong Kong et Corée, qui sont des exceptions, qui sont restés ouverts pendant toute cette période, puisqu'il n'y a pas eu de lockdown en Corée ni à Hong Kong. Mais sinon, tous les autres magasins ont été fermés pendant cette période, tout à fait. Et en termes d'occupation des équipes, qu'est-ce que vous avez fait pour les gens étaient en chômage partiel? Non, nous on a profité de cette période-là pour travailler le clienteling, revoir et reformer toutes nos équipes. On a énormément mis en place des systèmes de e-learning. Donc ça a été vraiment une période qui a été focus sur le e-learning et la montée en compétences de nos équipes. Très bien. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. Je crois que Bruno, chez Kousmiti, c'était un petit peu le même contexte. Vous aviez 100% de vos boutiques fermées, c'est ça? En effet, oui, on avait 100% de nos magasins fermés en France et en Europe et un peu partout dans le monde également, à l'exception peut-être de quelques pays qui étaient moins concernés. Et donc une grande partie de notre personnel en chômage technique, notamment les forces de vente retail. On a profité de ce confinement pour se concentrer sur des projets très digitaux, très omnicanaux entre le e-commerce et le retail. On a noté un très très fort repli de nos clients sur nos plateformes e-commerce. On a la chance d'avoir engagé une transformation digitale il y a 18 mois, notamment avec un site e-commerce avec Salesforce qui a vu le jour en février dernier, donc ça tombait plutôt très bien. Et effectivement, on a eu une croissance et un trafic multiplié par 3 sur notre site e-commerce avec un fort repli de nos clients retailers sur la plateforme e-commerce. On a la chance aussi d'avoir une forte localisation française et donc une agilité à organiser nos réseaux, notamment nos réseaux logistiques, ce qui fait que notre plateforme e-commerce, elle a tourné vraiment à plein régime. Nos équipes logistiques ont pu livrer avec quelques aléas de livraison dans les débuts, puisque les transporteurs étaient aussi très contraints. Mais effectivement, on a vraiment profité de cette période de confinement pour renforcer notre position digitale et omnicanal entre nos sites marchands et nos magasins. Effectivement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit que ça tombait bien. Je pense que globalement, je crois qu'Aurore aussi a quelque chose, Aurore chez Topin de Céline a quelque chose à partager sur le gain de temps, ou peut-être l'avance que vous avez pu prendre sur la roadmap pendant cette période-là. C'est vrai que moi, donc, je suis en charge de tout un projet de transformation digitale qui passe en partie par une app qu'on met à disposition des vendeurs qui gère des aspects clienteling, catalogue, mais aussi paiement mobile. Et en fait, cette période, étant donné que les vendeurs se sont retrouvés non pas au chômage partiel, parce qu'en France, chez Céline, ils n'étaient pas au chômage partiel, il y avait vraiment un enjeu de les rassurer et de leur montrer que leur portefeuille de clients n'allait pas disparaître vers le e-commerce, mais de leur montrer qu'on mettait à leur disposition des solutions pour continuer à activer à distance leurs clients. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec une solution de vente à distance avec Adyen Pay by Link et le recours au web service de Cégide. Et c'est vrai que cette solution de vente à distance, elle a énormément rassuré les vendeurs. Et je pense que là où je voulais en venir sur l'aspect positif, c'est que ça nous a fait gagner, je pense, vraiment des mois de change management par rapport à la roadmap. On sait que c'était pas si évident de mettre dans les mains d'un vendeur des solutions de paiement mobile. Ils sont parfois frileux. Il y a un manque de confiance encore dans les outils digitaux, à la fois du point de vue du client et du vendeur. Et je pense que là, en rassurant les vendeurs avec la bonne solution business au bon moment, on les a d'un coup fait nos premiers défenseurs et avocats de toutes les solutions comme ça d'activation à distance et de paiement digital, puisqu'elle est tombée au bon moment. Et je pense que ça a été une accélération considérable pour nous dans la transformation digitale chez Céline. Effectivement, on voit bien que cette adoption presque forcée des outils a converti certains sceptiques à les utiliser ou en tout cas les adopter. Merci beaucoup, Aurore. On va passer à une question pour le public. Donc, je vais partager avec les retailers en particulier qui sont dans la salle un petit sondage. Là, on va passer au déconfinement. Donc, savoir un petit peu parmi vous, retailers dans la salle, qui sont ceux qui ont rouvert
les magasins et dans quelle proportion. Donc, si vous voyez sur votre écran les petites questions qui sont posées, je vais demander aux uns et aux autres, si vous voulez bien, de voter, donc de dire, voilà, parmi, et là je m'adresse uniquement aux retailers, hein, parmi vos magasins, quel est le pourcentage qui sont ouverts depuis le déconfinement. Là, on passe à la période post 11 mai. Donc voilà, vous pouvez répondre. On va attendre quelques minutes. En tout cas, le chiffre qui était annoncé par Nathalie, c'était 95%, c'est ça, Nathalie? Oui, j'avais coupé mon micro, pardon. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a constaté sur la plateforme France, enfin sur les clients français. Hein, c'était ce qu'on avait voulu mettre. Alors effectivement, il y a différentes situations en fonction de la maturité, mais c'est intéressant de voir que là, on a un certain nombre de votes. Je crois qu'on va pouvoir afficher la réponse à ce stade. Une bonne partie d'entre vous ont voté. Je laisse encore un petit peu quelques secondes. Mais il semblerait que le plus de 80% n'est pas nécessairement majoritaire. Il y a encore pas mal de magasins qui sont fermés à l'heure actuelle pour diverses raisons. Hein. On va voir le résultat. Si vous voyez effectivement plus de 80%, 72% des retailers présents dans le webinar ont rouvert en grande majorité, mais quelques-uns restent relativement peu réouverts. Donc c'est assez intéressant. On repasse sur notre échange et du coup, je vais revenir vers Manuel chez Boucheron. Aurore parlait du Pay by Link. Je crois que c'est quelque chose aussi que vous avez mis en place. Et la question, c'est quel est le dispositif de déconfinement en fait que vous avez mis en place, mesures sanitaires, mais aussi tous les sujets pour les clients et les équipes, notamment par exemple le try and buy. Alors nous, le Pay by Link était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques temps. Le confinement a fait accélérer la mise en place de ce système. Donc, Vous pouvez rappeler en une minute ce que c'est que le Pay by Link? Alors, le Pay by Link, c'est une solution qui permet de payer un peu comme sur comme un site web. Donc, vous envoyez un lien à votre client, il clique dessus, il arrive sur un portail, le portail d'Adyen, pour le nommer, qui vous permet justement de payer de façon sécurisée vos paiements, vos achats. Cela, on l'a activé pendant le confinement, ce qui a permis de faire un rollout qui est en cours de finalisation au niveau de toutes nos boutiques à travers le monde. Et ça c'est quelque chose qui marche très bien. On a été assez surpris de la demande des clients qui sont très intéressés par ce mode de paiement. On s'en sert même pour des paiements auxquels on ne s'attendait pas, comme sur du SAV, où les clients nous demandent, plutôt que de payer avec leur carte bleue, de payer justement par PayBuy. Ça devient un vrai mode de paiement à part entière. C'est quelque chose qui va s'installer comme un moyen de paiement commun, en fait. Tout à fait. Et là, on est en train de travailler aussi avec Cegid et avec Adyen pour essayer d'intégrer de façon plus native ce nouveau mode de paiement dans l'écosystème Cegid, pour simplifier tout ce mode de fonctionnement, que ça devienne vraiment un mode de paiement standardisé comme un autre. Très bien. Bruno, je reviens vers vous pour savoir effectivement de votre côté quel type de mesures vous avez mises en place pour la réouverture. Alors, les mesures évidemment qui nous ont été imposées par les directives sanitaires, un peu plus compliqué dans nos magasins, puisque chez Kusmiti, nos surfaces de vente ne sont pas très grandes, environ 40 mètres carrés pour un magasin traditionnel de centre-ville, un peu plus grand pour un outlet ou parfois un centre commercial. Et donc, 8 à 10 mètres carrés par client, ça veut dire quoi? Ça veut dire un vendeur et 2 clients simultanément dans la boutique et pas plus. Et donc, un impact assez fort sur le trafic et aussi une gestion de suite d'attente parfois devant nos magasins. Et globalement, des mesures qui sont vraiment très bien acceptées par nos clients. Peut-être un peu plus difficile par nos vendeurs, parce que nos vendeurs avaient vraiment envie de revenir en boutique et avaient vraiment envie de reprendre leur métier.
Donc, des vendeurs plutôt frustrés et des clients compréhensifs. Mais finalement, on a quand même noté un soulagement très très fort de l'ensemble de nos clients et de nos équipes à pouvoir réouvrir nos magasins, même avec des contraintes fortes, des clients compréhensifs. On s'est rendu compte aussi que le management de distance n'était pas forcément évident pour les équipes de vente. Nos directions régionales, nos directions de terrain sont encore très fortement impactées donc à distance. Mais on a réussi quand même à motiver ces équipes. On a un projet de click and collect qui va démarrer là dans quelques jours et qui motive énormément nos équipes de vente, à la fois pour nos magasins en succursale et nos franchisés. Mais effectivement, quand on a des petites surfaces de vente, c'est compliqué. Bien sûr, et le click and collect devient vraiment aussi une norme, s'il ne l'était pas déjà, hein. Alors en termes d'activité, il y a eu pas mal de résultats observés à la hausse, à la baisse, suivant les types de retailing. Aurore, qu'est-ce que vous avez pu, vous, mesurer comme activité et surtout quel type d'activation à distance est-ce que vous avez pu mettre en place si tant est que c'était possible? Il faut remettre votre micro, pardon. On a travaillé de concert avec les équipes clienteling. L'idée, c'était que, comme le disait Manuel, il y a certes la solution donc, de Pay by Link qu'on avait intégrée dans notre app de clienteling, mais on a aussi beaucoup travaillé pour que ce soit une stratégie d'activation à distance globale, c'est-à-dire en fournissant aussi aux vendeurs, non pas juste l'outil, mais tout le change, le training, l'accompagnement nécessaire pour bien comprendre dans quel contexte ça s'en sert. À titre d'exemple, on leur a ainsi fourni des guidelines sur comment réaliser un rendez-vous à distance. Les rendez-vous, c'est quelque chose de très important dans le secteur du luxe. La plupart des clients, ils prennent rendez-vous avant de venir et ils passent un temps assez long en magasin. Et c'est une part significative du chiffre d'affaires. Donc, on a essayé de reproduire ça dans un mode à distance avec des guidelines sur la façon dont le vendeur devait se comporter, en incitant par exemple à la vente en binôme pour qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à aller chercher les pièces que le client souhaiterait voir via FaceTime, Zoom, etc., selon les préférences du client. Et on a pu constater que toute cette stratégie d'activation à distance, vu qu'elle était bien intégrée et vraiment adressée de façon globale, pas juste avec l'outil de paiement, mais dans un écosystème plus large, a eu des très bons résultats. Et là, on est vraiment satisfait du niveau de vente qu'on voit aujourd'hui en boutique, qui n'a pas vraiment qui est pas au retour à la normale, mais qui est pas loin en tout cas. Donc, en tout cas, les vendeurs sont confiants. Et c'était, je pense, pour moi, le succès principal à avoir au retour de déconfinement, c'est de redonner confiance à la force de vente. Absolument. Et j'ai l'impression qu'aussi, ils ont mené des actions assez audacieuses, parce qu'on avait échangé, vous m'aviez dit que certains des vendeurs portaient eux-mêmes les pièces pour faire des photos pour les clients, pour montrer le porté des pièces. Donc, là, on a eu la chance. Ça aussi, c'est très encadré par des guidelines images. Mais ça peut permettre de se figurer la longueur d'une jupe. En tout cas, ils peuvent mettre le cintre devant eux pour donner une estimation du volume, de la taille d'un sac, ce qui est parfois difficile à se figurer sur des photos non portées. Très bien. Alors Bruno, on revient 2 minutes vers vous parce qu'il y a eu pas mal d'actions omnicanales aussi menées pour fidéliser, pour faire revenir garder le contact avec les boutiques. Quelques mots sur ce sujet? Oui, en effet, notre grande crainte, je disais tout à l'heure qu'on avait noté un fort repli sur le site e-commerce. La crainte, évidemment, c'est de voir ses clients échapper aux boutiques physiques, ne pas revenir aux boutiques physiques. Et notre sujet, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on va recréer le lien entre nos clients et nos magasins. Donc, ces actions omnicanales, notamment avec la mise en place du Click and Collect, est vraiment essentielle pour nous. On a la chance, je le disais tout à l'heure, de bénéficier d'outils technologiques qui sont très performants à la fois pour les commerces chez Salesforce et évidemment avec CJ Retail Y2 qui possèdent nativement des outils d'omnicanalité. Et ça nous permet d'avoir cette connaissance du client en magasin avec son parcours e-commerce ou son parcours retail. Et ça permet effectivement à nos clients de
se retrouver en magasin comme ils ont l'habitude de se retrouver tout seuls devant leur écran d'ordinateur lorsqu'ils commandent sur le site internet. On a quand même aussi noté une transformation, mais ça c'est pas vraiment nouveau non plus, de nos envies côté client. Aujourd'hui, les clients, ils ont vraiment envie d'avoir un acte d'achat éco-responsable, d'acheter des produits bio. On a beaucoup communiqué sur le fait que nous, on produit en France, on a 600 salariés en France, et toutes ces démarches RSE, elles comptent pour nos clients. Et on voit nos clients très attachés à ça, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et l'omnicanalité, c'est-à-dire permettre vraiment aux clients de retrouver ses habitudes, ses produits sur l'un ou l'autre des canaux est vraiment, vraiment très importante. Absolument. Effectivement, le côté RSE semble avoir émergé de cette crise d'une manière un peu plus forte que la tendance que c'était au précédent. Alors, je vais venir maintenant, effectivement, au nouveau rôle du magasin, justement, cette expérience magasin de demain. Manuel, chez Boucheron, la vente à distance est quelque chose qui existait déjà. Quelles sont les principales mesures que vous avez pu prendre pour favoriser une nouvelle expérience peut-être en magasin, en tout cas faire rassurer les clients? Aujourd'hui, la vente à distance, c'est quelque chose qui était déjà inscrit dans nos process, donc c'était pas vraiment nouveau pour nous. Aujourd'hui, il y a une demande des clients, que ce soit au niveau de l'accueil. Nous, on était déjà au niveau hygiène assez sensibilisés sur ça, donc on a énormément augmenté le nombre de gels sur les tables. On montre aussi bien la désinfection des produits avant et après l'essayage. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, vont durer dans le temps. Sinon, on a mis en place des solutions pour faciliter l'aide à nos équipes de vente, encore plus de pouvoir encaisser à distance, avec le Pay by Link, avec d'autres solutions, pour justement fluidifier vraiment ce process entre les équipes et les clients, qui était vraiment un des points les plus marquants. Et ce qu'on nous demandait, c'est vraiment que ça soit le plus simple possible. On a aussi mis en place, comme chez Céline, c'était déjà en place tout ce qui est photo, tout ce qui est envoi de book, de produits avec des photos portées et autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui a continué pendant et après le déconfinement. Et vous opérez également des visites chez vos clients? Oui, ça, c'est des choses qui existent déjà dans le luxe, c'est des choses qui se font depuis très longtemps, où les vendeurs peuvent être amenés à aller visiter leurs clients pour leur présenter des collections. Alors, c'est quelque chose qui semblerait être aussi à venir chez Isabelle Marant, hein, Jean. Peut-être pour nous indiquer comment le magasin expérientiel prend une nouvelle forme aujourd'hui à l'aune du Covid-19. Tout à fait. En fait, on observe aujourd'hui le magasin comme vraiment un lieu d'expérience. Effectivement, le Covid a accéléré l'omnicanalité des process. On a aussi profité pour généraliser le Pay by Link avec Adyen sur certains pays où on n'avait pas encore implanté, avec certaines contraintes, notamment fiscales, en Italie par exemple. Et puis, on a accéléré cette expérience expérimentale en boutique. Donc là, aujourd'hui, c'est extrêmement important qu'il y ait des prises de rendez-vous, que ce soit dans la boutique du vendeur avec le client ou du vendeur chez le client. Donc, bien évidemment, en période de confinement chez le client, c'était pas forcément possible, mais on pouvait envoyer quand même cette pièce. Donc, il y a un acte de préparation de rendez-vous par téléphone ou via e-shop, et on met également le book on appointment en place également avec notre e-shop. Donc, nos clientes peuvent prendre rendez-vous via notre e-shop en boutique. Et bien évidemment aussi, comme Céline, tous les outils via WeChat et WhatsApp, avec des guidelines extrêmement précises de portée de vêtements pour qu'on puisse effectivement toujours prendre parole et communiquer avec nos clientes. Donc, il y avait vraiment une montée en puissance de l'omnicanalité post-confinement, notamment avec le Return in Store qui existe déjà chez nous, le Click and Collect, le Buy Online from Store,
notamment avec le déploiement de la solution CJ de Retail Mobile POS qui sera prête chez nous à partir de septembre, et le Pay by Link avec le Ship from Store qu'on a mis en place, comme je vous l'avais dit, sur les villes principales à Paris, Milan et New York. Mais je pense aussi, donc c'est un lieu d'expérience, mais aussi le magasin devient vraiment une plateforme avec tous ces outils qu'il faudra déployer dans nos boutiques, notamment à la rentrée de septembre. Alors, on parle de plateforme, on parle aussi de showrooming et de clienteling. Hein. Aurore, c'est un sujet qui vous tient à cœur, le clienteling. La relation, comment ça se passe aujourd'hui? En fait, donc le e-commerce avait toujours été présent et vu comme une concurrence de la part pour les vendeurs. Je pense qu'aujourd'hui, cela s'est encore accentué, ce sentiment que le e-commerce peut venir concurrencer les ventes. Donc, pour eux, la porte de sortie, la façon de s'en sortir, c'est vraiment de mettre l'accent sur le clienting et la relation qu'ils peuvent construire avec le client, que le client ne pourra pas retrouver sur un site qui est plus froid, plus impersonnel. Donc ça, je pense que ça a été une prise de conscience très forte et qui est évidemment bénéfique pour l'expérience que nos clients connaîtront en boutique. Et je pense aussi que demain, pour aller au bout de la stratégie omnicanal, en tout cas, c'est ce qui est prévu chez Céline, afin que le client vraiment il ait le meilleur des deux expériences, on offrira également à nos clients, quand ils sont en boutique, d'avoir accès à l'ensemble de l'offre régionale et pas juste l'offre qui est actuellement maintenant tout de suite en boutique. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement donc de la stratégie omnicanal qu'on a essayé de mettre en place chez Céline, qui permet que quel que soit le canal par lequel vous passez, vous avez accès à la même offre. Et en boutique, vous avez en plus l'expérience client qui vous fait vivre le vendeur. C'est effectivement le Graal pour le retail. Bruno, je reviens vers vous pour cette question du web qui peut être au service du retail ou du retail qui est au service du client. Comment ça se passe chez Kousmiti sur ces mécaniques en fait, d'utilisation du web? C'est vrai qu'on est dans un contexte un peu différent de chez Isabelle Marant ou Céline, où la relation client est effectivement un peu moins personnalisée lorsqu'on achète du thé ou lorsqu'on achète des vêtements ou de la joaillerie. Mais on a cette problématique, où le web était toujours vécu comme un canal un peu, comment dirais-je, qui prend un peu le pas sur la boutique, qui prend des clients peut-être à la boutique, alors qu'en fait aujourd'hui, on voit bien que l'un ne vit pas sans l'autre. Et aujourd'hui, nous, on voit beaucoup plus le web comme étant au service du retail, c'est-à-dire qu'on essaye de faire du right to store le mieux possible avec nos clients. Et du coup, le retail se met plus ou moins au service du client parce qu'on vend un produit qui a besoin de se voir, de se sentir, de se goûter, de se toucher. Sur une plateforme digitale, c'est pas possible. Et donc, on essaie effectivement de faire vivre une expérience client en boutique qu'il est plus difficile de faire vivre lorsqu'on est face à un écran. Et donc, ça passe effectivement par cette proximité entre le client, le vendeur et son produit. Et on essaye vraiment de fusionner les deux univers pour que l'un soit vraiment au service de l'autre. Très bien, effectivement, et tout tourne autour de l'expertise et du conseil. Et c'est vraiment le rôle du vendeur aujourd'hui. On le verra tout à l'heure. On va passer à la partie suivante sur d'autres bonnes pratiques utilisées. Mais avant de venir à cette question, je vais faire un deuxième sondage avec nos retailers qui sont dans la salle en leur posant la question suivante. Quelles sont les bonnes pratiques ou les principaux dispositifs que vous avez mis en place pour favoriser le retour en magasin? Donc, on en a cité un certain nombre qui sont que vous voyez à l'écran et qui, du coup, peuvent être des options. Vous pouvez cliquer sur plusieurs options à la fois. Hein, c'est multiples questions, donc n'hésitez pas à voter. On a listé prise de rendez-vous, on en a parlé, le click and collect, le drive, qui sont des tendances assez fortes et qu'on a vu dans tous les secteurs émerger, le ship from store, et là effectivement on est dans l'optimisation des stocks de manière globale, et puis d'autres sujets comme l'adaptation de l'offre produit, la mise en place de nouveautés qui sont contextuellement plus pertinentes, l'extension de gamme, etc., etc. Et puis, effectivement, le fameux try at home, entre autres, hein, dans des nouveaux parcours clients et des nouveaux services qui sont proposés, comme la visite à domicile, comme
comme l'essayage. Et là, on est sur des sujets qui sont peut-être encore plus pertinents pour le secteur du luxe que pour les autres secteurs. Voilà, donc on a déjà quelques votes sur ces tendances-là. Je vais laisser encore quelques secondes aux uns et aux autres. Peut-être que également, je vais poser la question à Philippe et à Nathalie sur vous en tant qu'acteur retail tech. Qu'est-ce que vous avez pu voir comme bonne pratique chez certains de vos clients? Alors Nathalie, peut-être tu veux illustrer avec quelques cas pendant que les gens continuent de voter. Bien sûr. Donc, en fait, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples déjà dans les clients là qui ont cité ça. Donc, nous, on a tout le monde favorise et ça a bien été dit par les différents intervenants, tout ce qui a trait, bien sûr, à l'omnicanalité et à la capacité des systèmes à gérer l'ensemble des scénarios omni-canaux. Le deuxième axe majeur, c'est de déployer de la mobilité vendeur en magasin. C'est ce qu'a dit Jean ou Aurore. Donc ça, c'est important. Et du coup, on a voulu accentuer notre partenariat avec les retailers et on a lancé des offres appelées de recovery pour permettre aux retailers de bénéficier de ce type de solution sous la forme de try and buy. Et du coup, on met à disposition des solutions gratuitement pendant 6 mois pour pouvoir tester les différents modules liés, enfin les tester, les implémenter, bien sûr, toutes ces solutions autour soit de la mobilité vendeur, soit des process omnicanaux. Et on sera là pour les aider à déployer ça et profiter justement de rebooster les ventes ou en tout cas de faire en sorte de s'adapter à ce retail the new way. Voilà. Absolument, mais ça c'est une belle démarche et on a vu qu'il y a beaucoup de French Tech qui se sont alliés pour proposer des solutions, même à titre gracieux ou à l'essai pendant cette période difficile. Alors on a pas mal de réponses à notre sondage. Je vais fermer le sondage et partager les résultats avec vous. Vous voyez bien que la prise de rendez-vous est quelque chose qui commence à émerger. Le click and collect et le drive sont des choses très très généralisées. Et puis d'autres, donc il y a eu différentes pratiques en matière de ship from store, adaptation nouvelle. Il y a encore des sujets qui sont à développer. Le ship from store n'est pas encore quelque chose complètement généralisé. Logistiquement, c'est très compliqué. Mais voilà. Merci. Je reste masqué pour laisser la parole maintenant à Philippe. Peut-être, Philippe, tu peux aussi illustrer côté Adyen ce que vous avez pu voir en matière de nouveaux parcours, de nouveaux d'utilisation, notamment au niveau des paiements. Ouais, je vais rebondir sur ce que Aurore et Emmanuel disaient tout à l'heure sur le Pay by Link. Il y a une petite histoire assez sympa que j'aimerais bien partager avec vous, où l'un de nos marchands, donc qui est leader mondial en fait de la prothèse auditive, et ces appareils sont très coûteux. C'est entre 5 et 15 000 euros l'appareil. Et ils ont ce parcours d'achat qui est assez sympa où ils peuvent vous le prêter cet appareil auditif, vous l'essayez pendant quelques semaines. Et si vous êtes satisfait, vous allez en boutique l'acheter. Ils n'ont pas du tout de stratégie e-commerce. Bon, sauf que lors du Covid, bien sûr, les boutiques étaient fermées. Donc les gens, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui avaient ces appareils très coûteux à la maison en train de les essayer sur les 3 prochains mois sans avoir la capacité pour ce commerçant de récupérer l'argent. Donc là, très rapidement, en fait, on a mis en place le Pay by Link. Encore une fois, le Pay by Link, je pense que c'est un peu le buzzword de ces 3 derniers mois chez certains commerçants. Et ce Pay by Link leur a permis effectivement de renvoyer très rapidement soit un email, soit un WhatsApp, soit par tout moyen de communication possible, le lien de paiement et les clients pouvaient acheter directement l'appareil via ce lien de paiement. Et ça leur a donné bien sûr plein d'idées sur des nouveaux parcours clients. Là, je vois que dans le sondage, il y a 26% en fait des gens qui imaginent des nouveaux parcours clients, mais on peut imaginer effectivement payer une petite partie de ces appareils coûteux et la suite en Pay by Link sans jamais se déplacer dans le magasin par exemple. Voilà. Et là, le secret là-dedans a été la rapidité de mise en place en fait de ce moyen de paiement. Donc du coup, tout le cash qui était dehors a pu être récupéré assez rapidement et assez simplement. C'est une bonne illustration, effectivement. Ça montre bien qu'il y a des solutions très créatives qui peuvent être mises en place assez rapidement. Alors, je vais revenir vers Jean, chez Isabelle Marant, justement sur le sujet de l'utilisation et des réseaux sociaux, qui est aussi une bonne pratique, entre autres, parmi les choses que vous avez pu mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous avez initié comme
comme nouvelle démarche, on va dire omnicanal, chez Isabelle Marant? Alors nous, c'était vraiment très très important de garder le lien avec nos clients, nos clientes, nos communautés. Et donc on a mis tout un dispositif qui a été relayé sur tous les réseaux sociaux. On a vraiment voulu avoir fédéré la communauté autour, notamment dans un premier temps, en démarrage de confinement, sur les activités non commerciales. C'était important de prendre la parole, pas non seulement et moins sur les produits et beaucoup plus sur l'univers Isabelle Marant, apporter vraiment de la légèreté et aussi adapter notre discours dans la situation des 15 premiers jours et les 3 premières semaines où c'était très très anxiogène. Donc on a vraiment notamment des petites anecdotes comme ça. Isabelle Marant crée un challenge, il y avait un partage d'une photo d'une coupe de cheveux ratée de son enfance. Where Isabelle, il y avait un jeu de recherche de Isabelle sur le net. Il y avait des guitares blind tests également qui ont été organisés, des cooking tests également. Donc on a vraiment pris dans un premier temps, pendant cette période très compliquée de démarrage de Covid, de confinement, sur l'univers Isabelle Marant. Et puis après, bon, au fur et à mesure, bien évidemment, on va aussi pour faire du commerce aussi, surtout. Et on a pris la parole et on a relancé via des newsletters où là, on a senti et on l'a vu vraiment de plus en plus de ROI sur nos newsletters, notamment sur le e-shop, au milieu du confinement et sur la fin, puisque aujourd'hui, nos croissances de chiffre d'affaires du e-shop dépassent les 60% par rapport à l'année dernière. Et bien évidemment, comme je l'avais dit, Ship from Store avec du Pay by Link de nos boutiques principales avec 2 personnes qui restaient en boutique. Donc tout ça a été vraiment fort, très héroïste, avec 2 temps de prise de parole, avec un storytelling très fort de notre marque à ce moment-là. Et ça nous permet de nous ressortir finalement plus fort de la crise et de cette période de confinement. Et on le voit là, les résultats en boutique sont plutôt bons. Quand j'ai vu les chiffres présentés par Nathalie, on est plutôt au-dessus de ce qui a été donné sur les croissances qui reste quand même des baisses sur mai, mais sur juin, on est flat par rapport à l'année dernière. Donc, on a une sortie plutôt satisfaisante post-confinement. Voilà. Après, tout l'avenir va être le déploiement des solutions mobiles, iPad, encaissement. Donc ça, pour nous, ça sera l'objectif avec CJ de la rentrée de septembre. Et là, c'est à vous aussi que j'en appelle sur des solutions qu'on doit encore créer. Je ne sais pas si Céline et certainement peut-être qu'ils ont plus d'avance, mais toutes ces solutions de 3D, de mise en valeur 3D du produit, que ce soit pour les besoins retail, que ce soit pour les besoins wholesale, là aujourd'hui on est encore en recherche d'optimisation de présentation de ces produits de nos lieux de vente, qu'ils soient retail ou dans les showrooms du wholesale. Alors, Jean, on se reparlera après ce webinaire. Je connais une solution israélienne qui est particulièrement performante sur ce sujet-là. Je vous en parlerai. Je vais repasser la parole à Bruno. Merci, Jean, pour ces insights. Sur les sujets, effectivement, d'outils digitaux, on est toujours sur les outils qui permettent, effectivement, d'avoir une belle omnicanalité, comme on vient de le décrire. Mais c'est aussi, il y a aussi beaucoup de sujets autour de la connaissance client et de la data. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Bien sûr, et pour rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure sur le ROI de ces newsletters, vous ne pouvez pas avoir une stratégie omnicanale si vous n'avez pas les bons outils qui communiquent bien ensemble. Et si vous n'avez pas d'outils efficaces, votre stratégie omnicanale, elle va pas répondre comme vous l'entendez. Donc, il faut que dans ces outils et au cœur de ces stratégies, que vous ayez effectivement un CRM efficace avec une connaissance client pointue, savoir. C'est important de savoir ce que vos clients consomment, comment ils les consomment, où ils les consomment. Et ces outils passent aussi par un vrai temps réel entre la communication de la boutique. Je pense au click and collect, par exemple. Si vous n'avez pas de stock en temps réel, si vous n'avez pas de connaissance du stock en temps réel, vous allez décevoir vos clients.
si vous n'avez pas la possibilité de proposer des lieux d'achat, des lieux de retrait de commandes qui sont proches de vos clients, votre stratégie omnicanal, elle va pas être très efficace. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des outils et de maîtriser ces outils de façon vraiment professionnelle. Et il faut vraiment s'entourer de professionnels qui savent vous proposer ces outils omnicanaux. Ça pose aussi la question de la mutation du point d'encaissement. Aujourd'hui, dans nos magasins, comme dans beaucoup de magasins de retail, le point d'encaissement est quelque chose de très physique, de très figé. Et probablement qu'il va falloir revoir un peu ce mode de caisse derrière laquelle on attend pour payer. Alors, c'est un petit peu plus compliqué dans les magasins comme les nôtres, enfin dans les produits comme les nôtres, où on n'a pas une relation avec le client comme on peut l'avoir chez Céline ou chez Isabelle Marant, où le client il essaye un produit, ou même chez Boucheron évidemment, mais pouvoir essayer de connaître le client dans son espace de vente et de terminer la transaction dans l'espace de vente et ne pas d'arriver le client vers une caisse physique, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie intégrante de ces outils technologiques, qu'ils soient omnicanaux ou pas d'ailleurs. Pour rebondir sur ce que dit Bruno, effectivement, ça peut même être quelque chose d'aussi simple que acheter en ligne et être remboursé en magasin. Ça, c'est un parcours omnicanal aussi qu'il faut prendre en compte. Et la plateforme de paiement doit pouvoir gérer ces deux encaissements en fait, sur des canaux différents. Absolument, quand vous avez une commande click and collect que vous pourriez ne pas servir en totalité parce que vous avez un incident de stock dans le magasin, vous ne pouvez pas dire à votre client vous serez remboursé sous 8 jours. Espérez voir arriver ce remboursement sur votre compte bancaire. Absolument. Effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques que de permettre au client de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Alors, on arrive à la conclusion et à la fin de notre webinaire et de notre discussion. Et là, j'aimerais vous poser à tous une question sur les impacts profonds et peut-être structurels que vous pouvez percevoir ou non sur vos modèles de retail. Et je vais commencer par Manuel Santos de chez Boucheron. Pour vous poser la question, effectivement, qu'est-ce que vous avez vu comme mutation chez vos clients et peut-être aussi dans le modèle de retail tout simplement? Nous, on a été sur la digitalisation du point de vente depuis pas mal d'années. On a travaillé énormément en partenariat avec Cegid sur ce sujet-là et on se rend compte que c'est quelque chose qui devient de plus en plus la norme. Je pense qu'on va continuer à évoluer sur cette digitalisation. Hein, comme vous disiez, nous, l'encaissement, il peut être fait n'importe où, sur n'importe quelle table de vente dans la boutique ou à l'extérieur de la boutique. Le but, c'est vraiment de l'omnicanalité et d'avoir quelque chose de complètement transparent pour le client. Aujourd'hui, on se rend compte que les clients qui viennent en boutique viennent moins pour flâner. Ça, c'est quelque chose de vraiment concret. Ils se renseignent plus via les réseaux sociaux, via des calls avec nos vendeurs ou sur le site web. Et quand ils viennent en boutique, c'est vraiment pour finaliser un achat et pour vivre une expérience. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer et qui va devenir peut-être de plus en plus la norme chez nous. Très bien, effectivement. De votre côté, Aurore, qu'est-ce que vous voyez comme grande mutation? Je pense que déjà, il y a eu une accélération indéniable du e-commerce qui fait que des clients l'ont désormais adopté comme un canal qu'ils considèrent, avec la décroissance à 3 chiffres sur la période. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Mais pour moi, ça souligne aussi la nécessité d'avoir une stratégie omnicanal forte qui oppose pas le retail et le e-commerce, mais qui fasse en sorte que chacun y trouve son intérêt et qu'il y ait plus une logique de partenariat. À titre d'exemple, par exemple, chez Céline, quelque chose qui me semble être le socle de tout ça, c'est le fait de ne pas avoir de stock dédié pour le e-commerce, mais que le e-commerce soit la somme du stock des boutiques et de l'entrepôt, donc vraiment partager avec les boutiques le même stock et que comme ça, on puisse optimiser les taux d'écoulement et vraiment aller chercher la pièce là où elle se trouve pour l'offrir aux clients à tout moment. Ça veut aussi dire mettre en place du ship from store, enfin, vraiment avoir cette logique omnicanal 100% intégrée. Ça induit des questions de répartition du chiffre d'affaires, d'attribution des ventes, etc. aussi, hein, quand même. Ouais. Et pour le coup, alors ça c'est un choix chez Céline, mais on attribue le chiffre d'affaires à celui qui est à l'origine de la démarche commerciale. Donc si le client est arrivé par le site e-commerce, ce sera le site e-commerce. Si le client est arrivé
par un vendeur en boutique, ce sera pour le vendeur et pour la boutique, quel que soit l'endroit d'où va venir le stock. Après, ça, c'est un choix, c'est un bon modèle d'incentive. On est dans le first cookie. Voilà. Et je rebondis aussi sur toutes les solutions d'encaissement mobile, donc plus vraiment sur l'expérience dans la boutique. Je pense que le client aujourd'hui ne s'attend plus, enfin, c'est vraiment plus ce à quoi il s'attend, de devoir faire la queue à la caisse, debout, déjà de façon inconfortable, attendre. Donc, on a travaillé déjà depuis assez longtemps avec Cegid pour pouvoir mettre en place des solutions d'encaissement mobile qui vont permettre aux clients de rester confortablement assis dans le canapé à l'étage de la boutique, de pouvoir siroter sa boisson, de pouvoir regarder des documents, des lookbooks, etc. qu'on pourra lui mettre à disposition, et que tout l'encaissement, y compris notamment les étapes de détaxe, puisse se faire depuis le téléphone mobile du vendeur. Ça, c'est aussi possible grâce aux solutions proposées par Adyen. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de clé dans l'expérience que le client va attendre. L'attente, notamment, me semble de plus en plus difficile à continuer d'offrir à nos clients sur la partie, en tout cas, encaissement. D'accord, donc c'est une friction importante qui va disparaître normalement totalement au profit d'une expérience plutôt plaisante en magasin, et c'est nécessaire pour faire revenir du monde. Effectivement, alors Jean, chez Isabelle Marant, c'est un petit peu la même mécanique. Comment est-ce que vous voyez l'évolution finalement, cette part de plus en plus importante du online par rapport au retail physique? Est-ce que ça va faire évoluer les choses chez vous? Qu'est-ce que vous mettez en place? Oui, tout à fait. Bon, je pense Aurore a très très bien décrit ce qui se passe aujourd'hui, et par rapport à ça, c'est vraiment un écosystème global dans lequel il y a effectivement une évolution, et la situation du Covid ne fait qu'accélérer ces phénomènes déjà observés, dans lesquels il faut vraiment qu'on rentre sur un écosystème global. Bon, évidemment, il y a une tendance du commerce online qui continue son développement, qui prend vraiment le pouvoir, aussi par rapport à nos boutiques actuellement, et des boutiques qui sont aujourd'hui aussi, pour certaines, assez malmenées, notamment quand on connaît les problématiques aujourd'hui des loyers, où on doit négocier un certain nombre de loyers à la baisse, et les difficultés qu'on peut rencontrer avec nos négociations. Donc forcément, les retailers vont devoir aussi se concentrer sur les emplacements les plus stratégiques. Et donc ça, c'est extrêmement important de continuer dans ce écosystème omnichannel avec un stock sur lequel le client ne sent pas la différence, et que tous les outils, toute l'interactivité de tous les outils sont au service du client final. Donc une offre qui va dans ce sens-là, une offre également du digital qui permet une exposition plus large de la marque, de son offre produit, parce que pareil, les espaces dans les boutiques sont restreints. Donc, c'est là où forcément, on a de plus en plus de clients qui voient des produits online, que ce soit dans notre e-shop ou chez les wholesalers, qui, en passant en boutique, ne les obtiennent pas. Donc, c'est vraiment important de servir aussi ces clients-là sur un accompagnement avec les mobile POS également. Voilà. Donc, tout ça est en mouvement. Je pense que là, maintenant, il y a aussi, de par ce Covid, une prise de conscience des équipes qui maintenant sont parfaitement par l'expérience qu'ils ont pu vivre pendant le confinement et maintenant à la sortie du confinement, sur cette omnicanalité. Et effectivement, ça se passe de démonstrations, de grands discours, puisqu'ils le vivent au quotidien. Et ils le font vivre au quotidien. Absolument, ils se le sont appropriés, et c'est le cas dans chez beaucoup de retailers qu'on a pu interroger aussi, que effectivement cette période un peu intensive de boutiques fermées, d'incapacité à faire du vrai commerce, s'est traduit par une adoption accélérée des outils par les équipes qui étaient peut-être pour certains sceptiques, ou en tout cas qui voyaient ça comme un concurrent. Alors, Bruno, je reviens merci Jean. Bruno, je reviens vers vous, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez touché du doigt un sujet qui était finalement la sensibilisation aussi, la post-crise au côté RSE de la consommation, et une forme de déconsommation ou de mieux consommer. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée? Et qu'est-ce que ça indique en termes de sourcing aussi, hein, des produits?
C'est clair, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus qu'une tendance. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le consommateur qui choisit ce qu'il a envie de consommer, comment il a envie de le consommer, où il a envie de le consommer. Et on se doit de proposer des produits de qualité qui répondent à cette démarche. Il faut aussi, quand on parle beaucoup d'omnicanalité, j'en parlais tout à l'heure des risques que les loyers font peser sur les retailers aujourd'hui. Et vous parliez du sourcing, c'est important de ne pas aussi se retrouver avec des boutiques vides alors qu'elles pourraient ouvrir. Et donc, on a vu pendant cette crise du Covid qu'on était très dépendants, certains étaient très dépendants de leurs sources d'approvisionnement. Chez Cosmi, on a la chance d'avoir entamé cette démarche d'intermédiation en France, de Made in France très tôt, et de pouvoir maîtriser ses stocks, maîtriser son sourcing, être capable d'approvisionner ses magasins. C'est aussi important que d'être capable de proposer à nos clients des outils omnicanaux pour qu'ils puissent acheter en magasin ou sur le site web. Et si vous vous retrouvez avec des boutiques sans stock ou avec des ateliers de production non approvisionnés en matières premières, vous avez là aussi un risque et c'est un peu la double peine. Hein. Vous avez fermé vos magasins et vous ne pouvez pas vendre sur Internet parce que vous n'avez pas de produits à vendre. Donc c'est vraiment très important et je pense que, enfin j'en suis convaincu, on va tous repenser profondément notre dépendance, je ne parle pas seulement de la Chine, hein, mais notre dépendance vis-à-vis de nos obligations d'importation. Et je pense que c'est une belle occasion. Je parlais tout à l'heure de la chance, entre guillemets, d'avoir vécu cette expérience en termes de transformation de nos activités. Il faut vraiment profiter de cette expérience pour justement repenser ces besoins de maîtriser notre logistique, nos appros, nos stocks. Très bien, bah merci beaucoup. C'est vrai que c'est un point assez important. On arrive près de la fin. Il nous reste 1 minute en théorie. On va rester un petit peu plus pour ceux qui peuvent rester. Et je sais que tout le monde ne peut pas, malheureusement. Mais il y a pas mal de questions. Et si vous pouvez rester les uns les autres, on pourra les adresser. Je vais tout de suite passer la parole pour conclure à Jean, puisque je sais qu'il a un train à prendre. Pour conclure, selon vous, à quoi ressemblera ce new normal dont tout le monde parle? Et je poserai la question à tout le monde dans le panel. Alors Jean, votre opinion sur le new normal, c'est quoi? Déjà, c'est toujours très difficile de prévenir l'avenir, même si cette question, elle est bien évidemment très existante pour nous. Moi, je suis juste convaincu que tout démarre de toute façon de la créativité d'une marque, en tout cas pour notre univers à nous. Donc, les marques qui ont cet univers créatif surprenant, avec beaucoup d'authenticité et en se recentrant sur ses sources et cette authenticité, en accord bien évidemment avec son identité et ses valeurs actuelles, qui bien, on le sait, autour de la sustainabilité, CSR, l'authenticité, la qualité, les sourcings également qui doivent être rassurants et bien expliqués. On n'a pas vocation non plus chez Isabelle Marant à faire que du Made in France. Mais il faut bien évidemment expliquer pourquoi c'est notre savoir-faire en Inde pour les imprimés ou pour les broderies ou au Portugal pour les cuirs ou dans certains pays de l'Est pour le Chanel. Donc vraiment rassurer sur tout ça. Donc c'est important d'avoir tout ça pour gagner, pour continuer à séduire, à surprendre nos clients. Donc c'est important et bien évidemment également de continuer à prendre la parole sur les réseaux, sur la communication et tout ça avec extrêmement de cohérence. Donc pour nous, le new normal aujourd'hui dans la mode, ça passe par ce qu'on appelle le slow down. Même si on slow down, aujourd'hui tout le monde en profite également pour prendre un peu plus de temps à la créativité, ce qui est nécessaire dans la mode et le luxe. Moi, je pense véritablement que l'authenticité et la créativité gagneront. Et bien sûr, les outils, on en a parlé pendant 1 heure, devront être au service de cette créativité, de cette authenticité. Et le new normal, je pense, on en a parlé également, va vers plus de digital et également avec un accroissement de la zone Asie et notamment de la Chine
puisqu'on le voit également, ils se déplacent beaucoup moins, ils voyagent beaucoup moins, donc ils vont être amenés, on le voit, de toute façon, les chiffres sont là. Ils ont continué à acheter et aujourd'hui, on a en Chine les mêmes chiffres d'affaires, voire les mêmes progressions, voire de meilleures progressions qu'avant le confinement depuis quelques semaines maintenant en Chine. Donc, accélération du digital, accélération de la Chine, si on veut parler de new normal. Très bien. Effectivement, la Chine était déjà un petit peu le fer de lance de l'innovation dans le retail, avec une adoption hyper accélérée de tout ce qui était technologie au niveau des clients. Ils sont passés au mobile only, ils sont vraiment très très avancés. Est-ce qu'on a des enseignements à retenir de la Chine et peut-être les USA et l'Europe vont devoir aussi rattraper ou en tout cas s'inspirer de ce qui se fait? Est-ce que c'est transférable, transposable ou pas? Beaucoup de questions qui restent en suspens. Merci beaucoup, Jean. Si vous souhaitez partir, je sais que vous avez une contrainte, n'hésitez pas, on ne se formalisera pas. Je vais passer la parole maintenant à Manuel pour la même question. À quoi ressemble le new normal dans vos prédictions ou peut-être vos espérances? On pense que ça va continuer un petit peu comme aujourd'hui en termes de digitalisation. On va continuer à avoir des clients qui sont intéressés par avoir une vision complètement omnicanal, hein, comme on le disait déjà avant, qu'ils puissent aller sur le web, rendre en boutique, etc. C'est des choses qui vont devenir de plus en plus communes et qui seront de plus en plus demandées par nos clients. La vente hors boutique devient quelque chose qui va devenir, je pense, dans le futur de plus en plus courant. Et il y aura vraiment toujours cet espace de boutique où on vient pour vivre un événement, pour vivre une histoire et découvrir une marque. Mais aujourd'hui, la partie vente à l'extérieur de la boutique va devenir quelque chose de plus en plus prenant. Donc, un retail hors les murs, en quelque sorte. Tout à fait. Merci. Aurore, quelle est votre boule de cristal à vous? Difficile formulé comme ça, mais je pense effectivement que l'accélération du digital, elle est indéniable, que ce soit les aspects e-commerce ou les aspects outils digitaux en boutique. Et on serait vraiment une part d'opportunité de capitaliser sur cet engouement en ce moment, que ce soit pour les vendeurs ou pour les clients, pour le digital. Je pense aussi qu'une tendance de fond, ça va être le refocus, au moins pour un temps, sur les clients locaux. Je pense notamment en Europe, aux États-Unis, dans des marchés où il y avait une clientèle touristique très importante. Donc ça, c'est une fois de plus remettre le clienteling au centre, parce qu'on sait que la clientèle locale, donc il y a moins d'opportunités d'un point de vue pricing, etc. Donc c'est notre force de conviction à déployer. Et enfin, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la Chine, je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, mais qui va encore s'accentuer. C'est l'importance d'avoir des outils, des solutions et un mode de fonctionnement qui est adapté à la Chine, où on sait que systématiquement, il faut adapter la façon de faire. Il se trouve que chez Céline, on a eu de la chance dans le calendrier, puisqu'on vient de lancer notre site e-commerce Chine. C'est en fait un site e-commerce qui s'appuie sur un mini-programme WeChat, mais c'est aussi pour démontrer le fait qu'en Chine, on ne peut pas juste déployer ce qu'on fait habituellement dans les autres marchés. Il faut tout le temps s'adapter à la façon de faire en local. Et je pense que c'est vraiment une tendance de fond qu'il faut comprendre pour adresser de la bonne façon ce marché si spécifique et puis évidemment si important pour nous, en tout cas dans le secteur du luxe. Parfait, merci beaucoup. C'est très, ça rejoint un petit peu ce que tout le monde semble entrevoir. Bruno, pour Kousmiti, qu'est-ce que vous voyez finalement comme avenir dans le retail? Il est clair que la relation entre le client et sa boutique va devenir de plus en plus forte. Je pense notamment que cette expérience de Covid, finalement, en fait, nos vendeurs et nos clients ont vécu tous la même expérience. Ils ont été confinés. C'est pas si souvent finalement qu'on trouve un lien fort à travers une expérience entre les équipes de vente et les clients. Et je suis convaincu que la relation entre le client et la boutique va devenir plus forte. Tout ça aidé avec tout cela étant aidé avec les outils omnicanaux dont on a parlé tout à l'heure. Et la responsabilité des consommateurs vis-à-vis de l'environnement va vraiment prendre une place très très importante dans leur acte d'achat. Je
pense qu'on va vraiment vers des actes d'achat qui sont beaucoup plus réfléchis de la part des consommateurs. Peut-être une conclusion en forme de question, est-ce que c'est pas la fin de la consommation pour la consommation, cette consommation de masse dont on parlait tout à l'heure? Vraiment, les clients, ils sont aujourd'hui très soucieux de leur environnement, de leur santé, et l'acte d'achat sera beaucoup plus réfléchi. Et ça passe vraiment par la connaissance du client, mais par la relation entre le client et sa boutique, le client et le vendeur. J'en suis convaincu. Effectivement, il y aura effectivement le souci pour la planète, peut-être le souci aussi pour le portefeuille. On entre dans une crise grave. Et puis effectivement, une notion de consommer mieux, consommer plus proche de chez soi. Cette notion de proximité aussi, c'est des tendances qui émergent. Alors, Philippe et Nathalie, je vais vous poser la même question. Peut-être commençons par Philippe. Un mot de la fin pour nous dire finalement le new normal vu de votre prisme, peut-être chez Adyen, à quoi ça ressemble? Bon, nous, on est observateurs, hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec les commerçants, donc les commerçants sont en direct avec justement leurs clients. Nous, ce qu'on observe, c'est, bon, on a tous un consensus ici, hein, c'est qu'effectivement, il y a une accélération de la digitalisation, une accélération de, peut-être on a gagné 3 à 4 ans sur la digitalisation que certains commerçants avaient déjà entrepris. Beaucoup de commerçants aussi réfléchissaient à des nouveaux moyens de paiement ou de parcours de paiement, au même titre que peut le faire Nike, par exemple. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller dans la boutique Nike sur les Champs-Élysées. L'expérience est tout simplement géniale, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer en caisse pour payer. Vous payez directement avec ce qu'ils appellent l'athlète. Donc, c'est le conseiller de vente qui va voir dans le stock, qui va vous conseiller et qui va encaisser. Voilà. Tout ça avec la même personne et le même outil. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Et c'est quelque chose qui, pas mal de commerçants avaient pensé à ce type de parcours. Et là, je pense que ça accélère grandement, hein, ce type d'événement accélère grandement ces démarches-là. Après, ce que disait Aurore, et je trouve est très juste pour certaines industries, à savoir qu'il faut bien faut bien comprendre que le new normal ne va pas s'opérer du jour au lendemain. Ça va mettre des mois, peut-être des années à retrouver un espèce d'équilibre, parce que si les clients asiatiques ou américains ne peuvent pas déplacer en Europe et dépenser en Europe et vice versa, il y aura un impact sur certains business. Un impact sur les chiffres directement, enfin en tout cas sur les priorités à donner sur ces business-là. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est un énorme changement de façon de payer, hein, dans des pays comme l'Italie où 80% des transactions se font en cash. Il y a un shift qui s'opère où ça devient pratiquement l'inverse maintenant, comme ça, en quelques mois. Donc ça, il faut que les commerçants en prennent conscience. Et du coup, ça va en faveur de ce que disait Bruno, à savoir peut-être que les caisses, peut-être qu'il n'en faut qu'une et pas non plus 150 mètres de rayon de caisse pour pouvoir encaisser, parce que le cash ou le chèque va être amené vraisemblablement à diminuer. Absolument. Nathalie, le mot de la fin est pour vous sur ce même sujet de prédire l'avenir, très difficile. Alors, je ne vais pas, parce que je ne veux pas dire la même chose que tout le monde, puisque je pense qu'effectivement, on a eu un beau panel. Moi, je veux plus, en tant que partenaire, et vous avez plusieurs partenaires, évidemment, informatiques ou logistiques et autres dans vos écosystèmes. On se doit, en fait, moi, je pense qu'il y a deux mots c'est l'agilité et la sécurité. L'agilité, on voit que les solutions digitales omnicanal sont là, mais maintenant, il faut qu'on soit plus agile pour les déployer. Les projets qui durent des années, des mois, des années, c'est plus possible dans ce nouveau monde. Donc, à nous, éditeurs, intégrateurs, partenaires, tout ce qu'on veut, de faire en sorte que vous puissiez, vous, retailers, mettre des solutions en place de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, des choses à tester puisque ça bouge beaucoup. Donc, nous, on est en fort lien avec notre association d'utilisateurs, dont Manuel est le représentant d'ailleurs, pour être sûr qu'on colle le mieux possible aux besoins. Et donc, c'est cette agilité dans le déploiement importante et dans les roadmaps des nouveautés. Et puis, la sécurité, on voit qu'il y a de plus en plus de données qui circulent. Il y a aussi la période a été un peu propice à certains endroits à tout ce qui est hacker et autres au terme de la sécurité informatique. Et l'agilité, la sécurité, les solutions qui sont en SaaS aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs Adyen ou nous, elles répondent aussi à une bonne partie de ces problématiques pour vous accompagner le mieux possible dans ces nouveaux défis. On sera à vos côtés pour ça, en tout cas. Très bien, merci. Je profite quand même pour présenter le livre blanc qu'on édite avec Cégide, Nathalie.
Quelques mots, ce livre blanc, il sort aujourd'hui. Il va être disponible dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez en tant que participant et spectateur du webinar. Vous aurez un lien. Vous aurez également un lien avec, pour le replay. Ça, c'est pour tout le monde. On a beaucoup de questions qui ont été posées. Je crois qu'on n'aura malheureusement pas le temps de les traiter sur ce webinar. On essaiera de revenir vers les différentes personnes on a noté toutes les questions et toutes les personnes qui ont posé des questions. Donc, si vous en êtes d'accord, les intervenants, on posera les questions de manière individuelle aux uns aux autres et vous pourrez revenir vers les personnes qui les ont posées. Merci beaucoup. Voilà, je profite pour vous annoncer aussi que très prochainement, on aura l'événement de la rentrée de septembre qui va se tenir en mode digital. Donc, nous aussi, dans l'événementiel, on évolue. Vous voyez, on fait des événements hybrides avec des intervenants qui seront présents physiquement, mais aussi à distance. Et le Connected Day qui a lieu le 19 novembre à Lille. Donc ça, c'est pour nos événements de la rentrée. Je voudrais vous remercier tous les uns les autres. On aura également un compte-rendu qui sera rédigé dans la foulée de ce webinaire qui sera communiqué à tous les inscrits. Et n'hésitez pas, donc on vous